Bonjour à tous, nous sommes le 16 avril 2024. Nous recevons aujourd'hui Émilie, qui a un parcours de victime, comme toujours, à la fois commun avec les autres et à la fois personnel. Nous allons essayer de discerner les deux aspects dans son témoignage. À gros traits, ce qui lui est arrivé après analyse de son côté et du mien semble bien être un ciblage, on va dire transgénérationnel, de type politique. Mon analyse est que un certain nombre de personnes dans les services secrets français, essentiellement militaires, comme d'habitude, n'ont pas pardonné ni au grand-père ni au père des positions gaullistes qui n'ont pas toujours été bien vues, c'est le moins qu'on puisse dire dans le milieu militaire et des services secrets. Il n'y a besoin que de rappeler ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'entourage de De Gaulle, par exemple Jean Moulin trahi par les siens, correspondant à l'autre bord, et également et surtout l'affaire d'Algérie avec l'Algérie française et l'OAS et les haines terribles qui s'en sont suivies à l'égard de De Gaulle. Je pense qu'un certain nombre d'officiers supérieurs, probablement de ma tranche d'âge ou un peu plus, ont laissé derrière eux, à ceux qui leur ont succédé, la haine de De Gaulle. On peut en penser ce qu'on veut, mais la haine de De Gaulle. Cette haine se sera transmise à euh, au grand-père, au père et surtout à Émilie qui, malheureusement, va payer pour les options politiques de ses parents et grands-parents. Voilà, Émilie, j'ai brossé à gros traits, de manière, malheureusement, je pense, caricaturale, votre existence. Est-ce que nous pourrions commencer par le commencement et que vous nous expliquiez un parcours finalement d'enfant et de jeune adulte qui n'a pas posé trop de problèmes. Et on s'arrêtera à l'épisode du Canada si vous voulez bien. Mon parcours en tant qu'enfant, jeune adulte, moi j'ai grandi, comme je vous disais, dans le milieu du secteur des médias. Mon père était journaliste et il m'a transmis ses passions toutes les passions et les savoir-faire qu'il avait, que ce soit en tant que réalisateur, monteur vidéo, dessinateur, rédacteur. Il m'a transmis toutes ses passions et j'ai grandi avec ça. Et on était très proches, lui et moi. J'ai grandi toute ma vie à Paris. J'ai fait quelques années d'études en sociologie à l'université René Descartes Paris 5 à Paris. Et puis j'ai décidé de voyager au Canada, au Québec, pour découvrir un autre pays en tant qu'étudiante, pour faire ma vie étudiante à l'étranger, à l'international, faire cette expérience-là. Donc de là, je suis arrivée, j'ai fait 6 mois d'études à McGill et ensuite j'ai fait une licence de 3 ans en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Donc j'ai beaucoup apprécié mes études là-bas, mais les professeurs, c'était vraiment de très bons professeurs, de très bonnes méthodes d'enseignement. Et à la fin de mon cycle universitaire, je suis rentrée en France fin 2014. Et là, j'ai commencé à travailler directement pour le magazine télévisé de mon père, On va peut-être j'avais... s'arrêter ici si vous voulez bien Oui, pour refaire oui, 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 un petit oui, flashback sur le Canada parce qu'il y aura des oui, choses importantes. Vous avez oui, cité le Québec et McGill, bon, l'Université de Montréal. Je rappelle aux spectateurs que c'est là qu'a sévi un certain docteur Ewen Cameron, qui était payé par la CIA pour faire des expériences MK-Ultra de contrôle mental sur ses patients. Je précise également que le dit Ewen Cameron était le président de l'association américaine des psychiatres, ce qui laisse à penser que au fond, les pontes académiques ne sont pas toujours ce qu'on pourrait croire des gens intègres et à qui on peut se confier. J'ajoute également que le docteur Cameron est opportunément mort d'une glissade en faisant une escalade. C'est une manière de mourir assez habituelle
au Canada, et j'en veux pour preuve également qu'un des frères de Justin Trudeau est mort de la même façon. En bon complotiste, on pourrait croire que ces gens présentant un danger pour la secte devaient être éliminés de cette manière, on va dire, rurale et patriotique. Bien. Ouais. D'autre part, à l'université de McGill et Québec, recèle également un personnage très inquiétant qui s'appelle Laurent Motron, qui est un spécialiste de l'autisme, dans la version, on va dire, psychologique de l'autisme, et qui a quand même été clairement dénoncé comme programmeur MKUltra par sa fille. Les interviews sont disponibles. D'ailleurs, Ok. la jolie balafre de monsieur Laurent Motron sur la gauche, c'est un signe clair de la bande, parce qu'il semblait qu'à l'époque, il n'obéissait pas aux ordres. Nous demandons donc à monsieur Motron d'exercer son droit de réponse s'il estime que je suis en dehors des clous de la réalité. Mais il vous est arrivé encore quelque chose de peut-être anecdotique, mais que vous allez nous raconter en matière de dentisterie. En matière de dentisterie, Oui, ce monsieur qui oui, vous a opéré. voilà, oui. Donc effectivement, lors de mon séjour au Québec, où j'ai été au Québec de l'année 2010 à l'année fin 2014, en 2014, début 2014, je suis allée chez un dentiste au Québec dans son cabinet dentaire pour une dent qu'il fallait qu'il répare. Et il se trouve qu'il m'a arraché la dent, dévitalisé la dent, enlevé les nerfs et il a posé à la place d'un composite un inlay avec une micropuce dans la dent sans me prévenir. Et ça, je l'ai su que quelques années après, quand, en parlant avec des experts, ils m'ont expliqué que il y avait ces personnes qui avaient implanté des micropuces dans des dents sur des cobayes. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, la personne que j'ai interviewée hier, Esther, a subi le même traitement avec une puce dans une dent. Je reviens sur l'histoire du Québec, Montréal, McGill. Il est évident que ce cher dentiste maintenant retraité faisait partie du réseau. Alors, vous revenez en France avec vos diplômes, votre connaissance et votre implant, et vous pouvez raconter ce qui va se passer ensuite. Nous sommes donc vers 2014-2015. Voilà, exactement. Donc moi, fin 2014, je reviens. Je reviens alors même avec même le document que le dentiste au Canada m'avait remis suite à l'acte de chirurgical qu'il avait fait, où c'était indiqué la date, le nom du dentiste qui est Ida Katz, son cabinet qui est à Côte-des-Neiges à Montréal. Tout ça, je le transmets à mon dentiste en France. Donc, il le scanne, il le garde dans ses dossiers. Il a toutes les infos sur cette dent et cet acte chirurgical qui a été fait. De là, je lui transfère ces documents et moi, après, donc je lui explique il fallait qu'il vérifie bien que ma dent et l'opération avait été bien faite. Et lui, il garde les documents chez lui dans son cabinet. Ensuite, moi, je commence à chercher du travail. Euh, et puis, je trouve du travail très rapidement. En 2015, je deviens monteuse vidéo pendant 2 ans. Je travaille en tant que monteuse vidéo pour le magazine télévisé de mon père, pour lequel j'avais déjà travaillé, même avant, dans des jobs étudiants pendant des années. Et donc, voilà. Donc là, je continue à travailler. Je suis auto-entrepreneuse aussi. Je deviens auto-entrepreneuse en tant que chargée de communication, pour différentes euh, en fait, des coachs vocaux qui font du coaching vocal pour des artistes, des chanteurs, des comédiens, des humoristes, des hommes politiques. Donc, je suis en même temps chargée de communication, rédactrice, graphiste, journaliste, attachée de presse. Donc voilà, je fais tous ces métiers-là différents. Et bon, il se trouve que mon père décède en 2015 d'un arrêt cardiaque. Donc, suite à ça, bah, moi, voilà, moi, j'avais déjà coupé les ponts avec d'autres membres de ma famille. Donc, c'était ma seule famille qui me restait, mon père.
lui-même avait déjà coupé les ponts avec sa femme et son fils, ayant eu les liens avec le Liban de par le pays de ma mère et les liens avec les terroristes du Hezbollah. Donc voilà, j'avais coupé les ponts avec eux. Ensuite, après, je travaille en tant que chargée de Est-ce qu'on peut communication. peut-être faire une toute petite pause? Oui, Donc, bien sûr. jusque-là, je veux dire, vous n'avez pas de harcèlement en réseau, vous n'avez pas de Non, harcèlement électromagnétique, non, vous travaillez en indépendante, vous êtes heureuse de ce que vous faites, mais vous trouvez que oui, ce boulot est quand même un peu trop solitaire et vous allez vous diriger vers un boulot plus euh, collectif. Et, exactement, mais il va être exactement. intéressant de noter que ce boulot collectif implique un changement important dans votre vie. Vous allez passer d'un statut d'indépendante complète à Oui. un statut d'indépendante, certes, mais vous allez dépendre de contrats qui, eux, sont quand même soumis d'une manière ou d'une autre à l'État. C'est ça. Donc en fait, moi, en tant que monteuse vidéo, moi, j'ai fait du salariat. J'ai renouvelé trois CDD en tant que monteuse vidéo. Donc parce que c'est toujours, on renouvelle jusqu'à 3 CDD. Ensuite, c'est un CDI après 3 CDD. Donc moi, à chaque fois, on me proposait de renouveler mon CDD. Donc j'ai renouvelé le CDD, j'ai 3 fois. Et à la fin du dernier CDD, on m'a proposé de faire un CDI. Et comme je vous l'avais expliqué, j'adorais ce que je faisais en tant que monteuse vidéo, mais j'étais en tant que monteuse vidéo, on est toujours derrière un écran et moi, je voulais chercher un poste où il y a plus d'interaction avec les clients. Donc, c'est pour ça que là, je n'ai pas poursuivi en CDI en tant que monteuse vidéo. Et là, j'ai cherché justement le poste de chargée de communication en freelance. Et là, effectivement, c'était un statut qui était totalement différent. C'était pas du salariat. Donc, j'ai créé la micro-entreprise, j'avais le statut d'auto-entrepreneur, mais effectivement, déjà, il faut avoir plus d'un client quand on est auto-entrepreneur. On ne peut pas avoir qu'un seul client. Il faut que ça soit plusieurs clients, donc, et il faut que le revenu soit suffisant. Et moi, j'avais qu'un seul client et les revenus n'étaient pas assez suffisants. Donc, c'était assez précaire. Donc, ce qui fait que moi, après, j'ai cherché plus du salariat par la suite. Voilà. Et vous pouvez nous expliquer la suite, ce qui va se passer, parce que, on le dit déjà d'emblée, on va voir s'installer, donc on est à peu près en 2017 si je compte bien, 2018, 2018, 2018-2019. oui, on va voir s'installer un harcèlement administratif qui va se durcir de plus en plus. Mais alors, disons que c'est au, au moment quand je continuais à faire mes missions freelance d'auto-entrepreneur, ça, comment dire, le business, disons, d'auto-entrepreneur commençait à prendre, quoi. Je commençais à avoir différents clients, à continuer mes portfolios, tous mes travaux, etc. Et c'est là que fin 2019 a commencé il y a le fils de la gardienne qui a commencé à rentrer par effraction chez moi, qui a tout saccagé chez moi. Ça a On commencé. rappelle encore une fois que fin 2019, ça correspond également à la période du début du Covid, l'opération Covid. Exactement, Donc il y a vraiment une exactement. concordance de temps, il va y avoir une fracture comme ça fin 2019, où Tout vous à fait. allez commencer à avoir du harcèlement en réseau classique. C'est ça. Donc, ça a commencé par le fils de la gardienne qui, voilà, fin 2019, début de la pandémie, qui est rentré chez moi par effraction, qui a tout saccagé. Il a fait ça plusieurs fois. Il me harcelait, intrusif dans ma vie privée, avec mes copains, mon copain. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, bon, moi, j'avais déjà déposé une première main courante suite au harcèlement et intrusion par effraction à mon domicile. Ensuite, après, il y a eu d'autres personnes, qu'il y a eu peut-être 3 ou 4 personnes qui sont rentrées encore aussi par effraction chez moi. Pas de la même manière, ils rentraient par effraction, ils saccageaient, ils repartaient. Ça a commencé, ça c'était physique. Et ensuite, on commençait là les attaques par armes micro-ondes. Ça a commencé donc fin 2019. Et ça a duré sur des jours et des semaines. On peut de nouveau s'arrêter un peu là parce Oui, que bien je sûr, voudrais bien insister sûr. sur la paupérisation, parce que ce serait ça c'est important et chronologiquement aussi.
Donc, il m'a semblé que quand on en a parlé, vous m'aviez dit quand même que vous aviez eu de moins en moins de contrats ou de plus en plus de difficultés à avoir des contrats à peu près dans cette période-là. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. C'est-à-dire que j'avais mon contrat avec mon client principal avec lequel je travaillais, mais effectivement, pour trouver d'autres clients, c'était plus difficile. Disons, le réseau était bouché, quoi. Pour trouver d'autres clients qui cherchaient particulièrement ces missions-là freelance, ouais, je n'avais pas trouvé plus de clients que ça. Et vous Donc, avez vous avez pas trouvé anormal d'avoir une carrière qui démarrait pas mal, et puis à un moment, en 2019, d'avoir une espèce de blocage comme ça dans votre métier. si, si, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ça, après, il y avait aussi beaucoup de concurrence dans les D'accord. métiers. Mhm. Et il se trouve qu'il y a aussi la concurrence déloyale et qui faisait que, en tout cas, les clients avec qui j'aurais pu travailler, il se trouve que bah, les réseaux ils s'étaient bouchés, mais sans aucune arbitrairement, quoi. Oui, Voilà, oui, c'est parce que voilà. la concordance des temps est tellement évidente. On voit le harcèlement réseau avec les petites frappes là, le fils de votre logeuse. On voit les problèmes financiers derrière que vous venez d'expliquer. Donc tout ça n'est pas du tout le fruit du hasard. Est-ce que vous avez commencé aussi à avoir du harcèlement en rue? En rue, non, en rue, je pourrais pas dire en rue. Par contre, dans le hall de mon immeuble, comme je vous disais, il y avait des bandes d'ados. Mais alors, vraiment, c'est-à-dire bande. Vous voyez, c'est comme en France, vous voyez que maintenant, c'est les voyous qui font la loi dans la rue et qui se font. On leur Bon, dit même plus d'arrêter. Bah c'est vrai, mais voilà, enfin, il y a les voyous également à l'Élysée et à Matignon, hein, donc c'est par voilà. les deux bouts de la société qu'il y a des problèmes, hein. Et donc là, en 2019, pour vous dire, à l'époque, c'était en pleine pandémie. Et là, effectivement, il y avait des bandes de voyous qui étaient alcoolisés, qui rentraient tous les soirs, toutes les nuits. Ils hurlaient, ils frappaient, ils tapaient sur les portes, ils claquaient les portes, ils hurlaient. Et ça, c'était toutes les nuits. C'est ça. Et naturellement, nos amis flics n'ont jamais vraiment réagi. Voilà, C'est exactement. ça. Donc on peut se demander pourquoi, parce qu'ils sont impitoyables quand on dépasse la vitesse limite de 5 km à l'heure, mais pour faire régner l'ordre là-dedans, on les trouve beaucoup plus difficilement. Mais Exactement. après cette méchanceté, il faut quand même penser aussi que beaucoup de flics sont de mèche et Oui, que je n'ai pas beaucoup de doute que l'organisation de ces petites frappes n'ait bénéficié de leur, je dirais, aveuglement volontaire aux flics en disant, bon, si on vous laisse faire vos petits trafics, parce que c'est toujours comme ça, mais en oui, compensation, vous terrorisez Émilie, oui, et puis oui, voilà, hein. Et oui. est-ce que vous avez aussi, puisque vous avez déjà esquissé le problème des armes électromagnétiques et vous allez nous l'expliquer dans le détail, mais est-ce que vous avez eu également l'impression que certains voisins se comportaient différemment, que ce soit au-dessus, en dessous ou dans l'immeuble d'à côté, bref, des gens qui soient proches physiquement de vous? Alors, il se trouve que je ne connaissais personne des voisins. Les seules personnes que je rencontrais, que je voyais quand n'importe qui, on se voit le matin, on se dit bonjour, enfin bref, c'était la gardienne et son fils. Bah là, son fils, lui, est rentré par effraction chez moi. Sinon, tout le reste des voisins, je les connaissais pas du tout. Et ce qui est très rare, parce que moi, par exemple, quand j'habitais au Canada ou dans mon ancienne maison à Paris, mais moi, j'étais très proche de mes voisins. Par Mhm. exemple, au Canada, quand j'étais dans mon studio, je veux dire, on se parlait régulièrement, on s'échangeait, il y avait vraiment une proximité, on était proches. Là, le studio où j'étais, pas du tout, je connaissais pas du tout les voisins. Ils ne parlaient pas, ils disaient pas bonjour. Ils étaient complètement, ils restaient isolés chez eux, ils disaient rien, ils disaient pas bonjour, je les connaissais pas du tout. Mhm. D'accord. Quand même un peu étonnant, hein. Euh, Oui. et vous n'avez pas eu droit au classique
déplacement d'objets pendant la nuit, des choses comme ça, ou que vous feriez trop de bruit, parce qu'en général, ils se plaignent aux flics que vous fassiez trop de bruit, alors que c'est eux qui le font, évidemment. Des déplacements d'objets, c'est quoi des déplacements d'objets D'entendre qu'on roule quelque chose dans l'appartement Ah. au-dessus, par exemple. Ah bah oui, bah, effectivement, comme vous dites, c'est souvent, et c'est justement eux qui font le bruit, bah, c'est eux qui faisaient le bruit, justement. C'est eux qui faisaient le bruit, ils saccageaient tout, ils jetaient par terre les affaires, ils saccageaient tout, ils frappaient les portes, ils claquaient les D'accord, portes, ils frappaient sur les murs, oui, c'est oui. ça. D'accord. Donc on sent bien cette montée du harcèlement. Maintenant, nous allons passer à peu près à quelle date, si vous vous en souvenez, et sous quelle Oui. forme vous allez être victime votre première attaque électromagnétique, et comment vous allez deviner tout de suite que vous êtes victime de ce genre d'agression. Alors, comme je vous dis, la prise d'otage, l'attaque terroriste primaire, première, c'était le 24 décembre 2019. Ça, c'était, je vous dis, physiquement, je vous ai dit quand ils sont rentrés par effraction, etc. Après, les attaques d'armes micro-ondes, ça, c'était quelques semaines après, disons en janvier, ont commencé les premières attaques micro-ondes, janvier 2020. Mhm. Et là, comment vous dire, j'ai pris ça d'une violence, de plein fouet, parce que quand on ne connaît pas ces armes et qu'on subit ça pour la première fois, c'est extrêmement, extrêmement violent, extrêmement traumatisant, parce que ça dépasse l'entendement. C'est des actes de torture qui dépassent l'entendement. Donc moi, sur le coup, ce n'est que euh, bien après, là on est en 2024, ça fait maintenant 2, 3 ans que j'ai commencé à parler avec des experts qui m'ont expliqué quelles étaient ces armes, mais à l'époque, je ne savais même pas quel était le nom de ces armes. Mhm. Donc je subissais ces mitraillettes de faisceaux micro-ondes, mais je savais même pas quel était le nom de ces armes. Donc c'est pour ça qu'en plus, c'était d'autant plus difficile d'en parler que je ne connaissais même pas le nom de ces armes. Beaucoup. Voilà. Mhm. Donc, ce qui fait que voilà, et alors là, pour vous en parler, il faudrait une énergie énorme pour vous expliquer ce que j'ai subi. C'est-à-dire que, en fait, Si c'est trop difficile pour vous, Émilie, ne le faites pas. Vous savez, non, ça a déjà été décrit et on renvoie les spectateurs à d'autres interviews. On va passer sur les choses sordides et violentes que ces gens s'amusent, entre guillemets, à faire, et on leur dit encore une fois que, bon, ils sont du bon côté, entre guillemets, aujourd'hui, mais que le vent tournera un jour ou l'autre et qu'ils seront de l'autre côté. Donc je ne pense pas qu'il faille entrer dans les détails. Voilà, oui, non. voilà, Je sais pas, c'est pas pour rentrer dans les détails, c'est juste que c'est éprouvant d'en tout reparler, à mais fait. je vais quand même préciser, Ouais. parce que c'est important de préciser que ceux qui ne connaissent pas ces armes, en fait, il faut savoir que il y a tout un spectre de faisceaux micro-ondes. C'est comme dans un four à micro-ondes, c'est-à-dire qu'au four à micro-ondes, on peut régler la puissance des watts et on peut Mhm. régler la durée. Donc ces armes, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'ils peuvent mitrailler par des faisceaux micro-ondes à des puissances watts qui sont extrêmement basses, extrêmement faibles, ou alors ils peuvent mitrailler à des faisceaux micro-ondes qui sont extrêmement intensifs, puissants, et là létals, mortels. Donc il faut savoir qu'ils oscillent leurs armes de manière soit à affaiblir, soit à tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Mais il me semble, et on en a discuté, que chez vous, il n'y a pas véritablement une dimension, enfin je ne l'aperçois pas, une dimension d'expérimentation réelle, si ce n'est de voir comment on peut vous torturer, vous tuer à volonté. Mais il n'y a pas cette sensation, je pense, d'expérimentation pure. On sent vraiment un ordre, torturez là, exécutez là. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez les choses? Oui, 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 tout à fait, parce que je n'aurais jamais pensé de ma vie. Vous voyez, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale et comment les nazis ont torturé et froidement assassiné des personnes,
je ne pensais pas de ma vie vivre et le voir et le expérimenter combien ils étaient dans la torture à mort jusqu'à que je sois assassinée. C'est-à-dire, j'ai vu leur non-limite, en fait, leur illimité dans la torture. Et leur, comme quand on voit d'un assassin quelqu'un qui n'a pas d'empathie et qui va assassiner jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Mais on recrute ces gens-là qui sont tenus hein, le plus souvent parce que vos bourreaux, bien entendu, sont localisés pas loin de chez vous, enfin, dans un appartement contigu très probablement. Mais, et nous en parlerons tout à l'heure également dans des dispositifs mobiles pour vous suivre et vous cibler en rue et dans d'autres lieux. Euh, Juste un petit point technique. Vous avez subi également les voix dans la tête? Alors, ça, il faudra que les experts de ces armes qui connaissent les militaires, qui connaissent ces armes, vous en parlent plus précisément. Mais effectivement, alors il y a tout un arsenal que ces armes peuvent produire. Donc, en plus des décharges électriques, des électrocutions, des brûlures, comme dans un four à micro-ondes, d'organes qui implosent, qui se font électrocuter, qui implosent. Effectivement, il y a aussi la technologie Voice to Skull qui s'appelle, et effectivement, ils l'ont utilisée par ces armes aussi. D'accord. Parce que ceci est à destination de mes confrères psychiatres qui font encore des diagnostics de schizophrénie chez des gens de 35 ans ou 40 ans et plus, ce qui est déjà bizarre en tant que tel, mais qui ignorent que la technologie que vous venez de décrire est connue et brevetée depuis 70 ans. Mais ils semblent l'ignorer. Exactement, et il y a les experts de ces armes militaires qui savent très bien comment sont dotées ces armes et de quoi elles sont capables. Mhm. C'est comme des fréquences radio en plus des faisceaux micro-ondes qui brûlent, c'est comme des fréquences radio. C'est ça. Alors, en- si on avance un peu dans cette dimension, dans cette cinétique, donc on voit bien que leur mission, parce que c'est vraiment des missions, et vous avez parlé de militaires tout à l'heure, je Oui, reste convaincu que la DRM en France est mêlée jusqu'au cou à cette affaire, et nous avons même des informations que ces directives remontent directement jusqu'à l'Élysée, ce qui n'est pas très surprenant compte tenu de la personnalité de Micron Ier. Bon, oui. il n'est pas le seul, hein, je veux dire, depuis Mhm. ces expérimentations, entre guillemets, remontent, à mon avis, déjà un petit peu avant les années 2000, donc on peut penser que Chirac, mais peut-être, mais en tout cas des gens comme Sarkozy ou Hollande, et a fortiori Macron, ne peuvent pas les ignorer. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ils ne peuvent pas les ignorer, ça c'est évident, évident. Voilà, donc et Et- on répète encore que les militaires qui se livrent à ce genre d'action commettent un crime de guerre et que normalement, ils devraient être passibles du peloton d'exécution. oui, 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 Parce que donner un ordre à des petites frappes toxicomanes en leur disant bon, on a les flics dans notre poche, allez-y, en matière de prostitution, de trafic de drogue et tout, c'est quand même assumer la responsabilité au bout du bout de ce qu'on fait faire à des sous-fifres, mais c'est quand même des militaires qui le font. complètement, oui, complètement. Et ça revient à ce que je vous ai dit dès le départ. Je pense qu'il y a dans la caste militaire une vieille caste qui a gardé une rancœur inextinguible à l'égard de Gaulle et, Oui, dont vous faites aujourd'hui les frais. oui, Voilà, parce qu'on n'a pas d'autre explication chez vous que cette explication biographique. Bon, bien entendu, le fait que vous soyez une femme intelligente, vivant essentiellement seule, euh, présente des caractéristiques intéressantes pour ces crapules. oui, 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 effectivement. Voilà, alors, bien entendu, vous allez vous plaindre aux flics, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, là, avec l'association, on a rédigé la lettre au procureur de la République et au PNAT, Parquet national antiterroriste.
Donc, on va envoyer le courrier, chacun de nous, les victimes, on va envoyer le courrier au procureur de la République et on va faire avancer la plainte. On va faire C'est ça. avancer la plainte. Vous êtes bien consciente qu'un procureur, ça n'est jamais qu'une marionnette du pouvoir. Bah oui, c'est sûr, c'est Bon, sûr. Sûr. il faut être très clair. Oui. Est-ce que dans ce parcours, vous aviez déjà à l'époque, donc on va dire vers 2021-2022, quand vous commencez à comprendre ce qui se passe, vous avez été vous plaindre chez les flics en disant je suis harcelé par des voisins? Ça, j'ai fait juste une première main courante avant les attaques d'armes micro-ondes. J'avais fait une première main courante contre le fils de la gardienne, C'est qui ça. lui était rentré par intrusion chez moi, était rentré par effraction chez moi. Mais sinon, après, je n'avais pas encore déposé plainte parce que D'accord. même encore, voilà, aujourd'hui, j'ai parlé avec plusieurs avocats, dont un dernier avocat qui me dit que l'avocat avec qui j'avais parlé avant, qui avait dit qu'il faut pas il faut bien que j'ai tous les éléments de preuve avant de Ah, déposer plainte, parce que ouais. ça serait classé sans suite. Il m'a dit que c'était idiot d'avoir dit ça, parce que il sait très bien que nous, en tant que victimes d'attentats, c'est pas nous qui pouvons apporter toutes les Très preuves et bien. qu'il faut de toute manière porter plainte. Ouais. Euh, Émilie, vous pouvez continuer sur l'histoire de l'avocat, parce que c'est important également Oui, de voir que les avocats ne sont pas toujours d'accord sur la méthodologie. oui, effectivement. Mais donc, après toutes ces années, après 2019, j'avais contacté un avocat pour porter plainte contre l'ensemble des attentats terroristes que j'ai subis. Et effectivement, il n'était pas réactif et m'avait laissé entendre que si je n'avais pas tous les éléments de preuve des attentats terroristes que j'avais subis, ça ne servirait à rien de porter plainte et que ça serait classé sans suite. Et ça, c'était le premier avocat que j'avais contacté il y a 2, 3 ans maintenant. Et Donc, là, depuis, j'ai il contacté. était complice ou bien idiot, tout simplement? Bah, ça, je ne sais pas. En tout Je sais pas. cas, voilà, il a eu cette D'accord. réaction-là. Et depuis, j'ai parlé avec un autre avocat qui m'a dit qu'effectivement, c'était tout à fait un conseil pas du tout bien avisé, que c'était idiot, que j'aurais dû effectivement tout de suite porter plainte et que si tous les éléments n'étaient pas réunis au moment où j'ai porté plainte, de toute manière, que j'aurais pu compléter ma plainte avec les éléments successifs qui auraient suivi pour avérer le dépôt de plainte, quoi. C'est Voilà. ça. Moi, ce qui m'étonne toujours dans les victimes comme ça, victimes d'attaques électromagnétiques venant du voisinage, évidemment, c'est que sur le nombre de victimes que j'ai interrogées, il n'y en a jamais un qui m'a dit le juge a rédigé un mandat de perquisition pour le voisin, un ou l'autre voisin. Jamais. On a l'impression que les juges sont comme des lapins dans les phares et que, bon, une perquisition de trop, ça arrive dans la vie, surtout qu'on peut faire des perquisitions avec des buts bien précis. Donc, je suis quand même un peu étonné de cette passivité, peut-être des victimes, à s'adresser à un juge pour demander une perquisition chez les voisins, Exactement, parce que ça exactement. serait quand même extrême. Enfin, écoutez, j'ai des cas ici en Belgique où on est allé rôder devant la porte des agresseurs qui avaient arrêté d'agresser la victime à ce moment-là, Ouais, ouais. et s'ils n'avaient tenu qu'à moi, je serais entré chez eux en disant qu'est-ce que c'est que ce matériel? Exactement, bah, tout à fait. Et d'ailleurs, Diane Fromentin, qui a rédigé un texte sur le site de l'Assemblée nationale que vous pourrez aller voir, elle a rédigé un texte pour l'interdiction immédiate de l'utilisation de ces armes. Et dans son texte de l'Assemblée nationale, Diane Fromentin explique qu'effectivement, elle cite toutes les peines encourues d'infraction aux articles, de possession de matériel radioactif, ne serait-ce que pour leur possession de matériel radioactif, armes micro-ondes, ils doivent être arrêtés, que l'utilisation qui provoque une dégradation du corps, c'est emprisonnement, amende, emprisonnement, enfin tout ça. Elle a écrit ce texte sur le site de l'Assemblée nationale. C'est C'est Diane ça, Fromentin qui a écrit ça. c'est ça. Donc, parce que ça, je reste quand même pantois
de la faiblesse d'action des juges, alors qu'ils sont parfois beaucoup plus réactifs sur d'autres sujets, puisque maintenant, il paraît que quand on émet une opinion non orthodoxe dans un domaine privé, on est susceptible de se faire embastiller. Alors on voit quand Exactement. même qu'il y a une volonté de faire taire d'un côté et une volonté de ne pas savoir de l'autre. Voilà. J'ai des doutes quant au fait que les juges ne soient là que pour appliquer la loi, disons, dans son esprit. Oui. On sait qu'un Euh, certain nombre de juges, un certain nombre de flics, un certain nombre de psychiatres sont dans le système, et je n'explique pas cette passivité autrement que comme ça. voilà. Oui, tout à Voilà. fait. Euh, on va peut-être pour terminer tout doucement parler de quelque chose qui vous est trop sensible que pour que vous en parliez vous-même, et je vais donc m'en charger. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque ce sont les hospitalisations psychiatriques abusives. Et à plusieurs reprises, les voisins vont essayer de vous tuer, c'est-à-dire en vous provoquant des chocs électromagnétiques destinés à arrêter votre cœur. Ce que je vois également chez d'autres victimes où on les fait passer au repos d'un rythme de 130 à un rythme de 50. On voudrait provoquer un trouble du rythme majeur qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et c'est ce qui vous est arrivé à plusieurs reprises. Et vous allez aller à l'hôpital, on voit le cardiologue, on constate aussi des troubles du rythme parce que même à l'hôpital, vous serez encore agressé. Et au lieu de se poser des questions d'un point de vue cardiaque, on va vous expédier de force en psychiatrie, alors que vous ne présentez pas de danger pour vous-même, que vous ne présentez pas de danger pour autrui, mais ce circuit de psychiatrisation abusive est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et que, à titre personnel, je le dis ici, je vais dénoncer demain à l'Ordre des médecins en Belgique, Oui. et en revendiquant d'ailleurs un statut de lanceur d'alerte, parce que j'en ai assez de voir des patients atteints de la maladie de Lyme, un stade neuroborréliose, ou des victimes de l'injection vaccinale, et maintenant des victimes de harcèlement en réseau et d'attaques psychotroniques, de se retrouver systématiquement en psychiatrie. Il faut Oui. arrêter ça, et je ferai ce que je Oui. peux pour le faire. Et donc, voilà, je me suis substitué à vous dans cette explication. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, que vous pourriez rajouter? Je crois que vous avez bien résumé la situation. Je, je ne rajouterai, pour le moment, je ne vois pas de mots à rajouter. Vous avez très bien résumé. Et pour terminer, je vous dirais que je vous ai posé une question en disant, enfin, pourquoi ne changez-vous pas d'endroit? Et vous m'avez fait la réponse très simple qui m'est faite régulièrement par les victimes et qui j'aurais même pas dû poser puisque je vous ai posé la question tout à l'heure de la paupérisation. À partir du moment où les victimes n'ont pas le choix de trouver un autre endroit à se loger pour des raisons financières, eh bien, la cage se referme. Oui. Et c'est avec un grand soupir que je dis et je redis encore une fois que c'est un système qui est tellement bien rodé, tellement classique, que les bras en tombent, que des flics, des juges, etc., ils ne s'en soient pas encore saisis. Il n'y a qu'une explication, ça. Il Mm. leur est interdit de s'en saisir par des ordres supérieurs. Et les ordres supérieurs, ça porte toujours un nom. En France, ça s'appelle le secret défense, ce qui est très commode pour protéger les corrompus. Et ça Mhm. s'appelle également les intérêts supérieurs de la nation. C'est-à-dire, Émilie, qu'aujourd'hui, en dehors de l'aspect vengeance dont vous êtes victime, l'expérimentation dont vous êtes l'objet, ça s'appelle, pour cette saleté qui s'appelle l'État, les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est quelque chose de tout à fait révoltant, qui devrait révolter tout le monde. Mais je crois que le vent de révolte est en train de souffler. Oui. Et Est-ce que ça va bien se passer? Je ne pense pas. Dans toutes les situations historiques, et même vraiment même dans une situation méta-historique, enfin, face à quelque chose de polysémique, c'est-à-dire
aussi bien des attaques de type biologique comme le Covid, des attaques de type financier comme l'effondrement qui est en cours. Ces gens-là sont même capables de changer la météo tout en incriminant le CO2, etc., etc. On voit bien que c'est un plan global. Voilà. Bon, Ben, vous voyez Virginia Rojo-Requia, vous voyez, c'est oui, une avocate. Eh bien, elle a justement porté plainte contre l'État et qui ont et elle a fait énuméré toute une liste des faits, des infractions qu'ils ont commis, de crimes contre l'humanité et justement de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, de haute trahison et tout ça a été décrit dans son colloque. eh bien, Madame Virginie de Arrojo a du cran. J'espère qu'elle vivra longtemps parce que je tiens à rappeler ici que si l'État n'est pas capable de défendre ses citoyens, il sait se défendre, comme disait Maurras. Et vous avez à la mémoire, et moi aussi, l'assassinat de Claire Sévrac, un cancer foudroyant. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs maintenant à la malheureuse Natacha Ray. C'est ce qu'ils ont fait à Jean-Claude Albessard, qui était l'homme à toutes les crapuleries de Thomson dans l'affaire des frégates. C'est ce qu'ils ont fait aussi au juge Thierry Jean-Pierre, qui était lui-même dénoncé les corrompus dans l'affaire des frégates. Donc j'espère que Maître de Arrojo entendra ce message et qu'elle prendra ses précautions. Madame de Mm. Viejoncourt aurait dû être assassinée et elle a failli l'être justement à cause de ces officines de l'État sombre et elle a été sauvée que par le fait qu'on a préféré tuer le fils de l'ancien patron des services secrets, c'est-à-dire Thierry Imbaud, et qu'elle a pu se sortir vivante. Mais c'est davantage un sacrifice d'une personne et la chance qui permettent à Madame de Viejoncourt d'être encore vivante aujourd'hui. D'accord. Ouais. Je dis ça parce que s'il arrivait malheur ou un accident de voiture, par exemple, à Maître des Arrocos, parce que les services secrets militaires sont des grands aficionados des accidents de voiture provoqués. C'est d'ailleurs Mhm. une des victimes qui a témoigné vient de se sauver, je le dis, euh, dans un endroit que je ne dirai pas, qu'eux connaissent, voilà. Mais sur le chemin, elle a failli avoir 3 collisions frontales organisées. Ah oui. Voilà. Donc, c'est un appel que je lance à la fois à des gens comme vous, Mélie, et à ceux qui les défendent. Je ne parle pas de moi ici, mais à d'autres qui ont le courage d'affronter les risques et de se dire que bon, ben, mourir c'est une chose, mais mourir dans l'honneur, c'est quand même mieux que de mourir dans le déshonneur. Voilà, c'est ainsi que C'est je vois les choses. c'est sûr. Et je vous laisse la parole si jamais vous voulez ajouter un petit quelque chose avant Oui, de terminer. et mourir dans l'agonie et la torture, c'est pour ça que la Convention de Genève a été créée, pour qu'aucun être humain ne vive sous l'agonie et la torture. Surtout quand elle est organisée par un État qui est chargé en principe de vous protéger. C'est ça, exactement. Bah, merci, Monsieur Couvreur. Merci à vous, Émilie, et je forme des vœux pour que votre calvaire s'arrête d'une manière ou d'une autre. J'espère que dans les gens qui nous entendent, et ça, je voudrais quand même le dire, il y a un certain nombre de victimes pour lesquelles il serait facile déjà d'améliorer leur situation en leur offrant un gîte, Oui, euh, un endroit où ils puissent se reposer, où ils soient défendus. Parce que oui, les crapules qui sont attachés à vos basques sont des gens lâches, et si jamais ils s'affrontent à une volonté de défense jusqu'au bout des oui, victimes, ils y regarderont en deux fois. Donc c'est un appel que je lance à ceux qui regardent ce témoignage. oui, Vous aussi, vous êtes responsable de ce que vous entendez, ce que vous venez d'entendre. Et si vous n'en tirez pas les conclusions en me contactant, en disant je suis prêt à héberger Émilie, je suis prêt à héberger Aurélie, je suis prêt à héberger Alain oui, ou Esther, eh bien qu'ils sachent que par complicité passive, ils se, ils se rendent complices du sort qui vous est fait. C'est une mise oui. en garde que je leur adresse. Très bien. Bah, merci, Monsieur Couvreur. Merci. Merci à vous, Émilie. À bientôt. Vous m'envoyez l'enregistrement? Très certainement.
Ok, très bien. Je vous remercie, Monsieur Couvreur. À Bonne bientôt. journée. À vous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir.